Emmanuel parvient à s'asseoir sur nos sièges qui sont parfois un peu acrobatiques. Allez, remontez surtout, voilà. ma petite Allez, taille. Emmanuel, c'est à vous. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. On a vu l'État se porter garant cette semaine pour PSA à hauteur de 7 milliards. Qu'est-ce que doit faire l'État pour aider une entreprise privée en difficulté? Est-ce qu'il doit ne rien faire? Est-ce qu'il doit intervenir? Et est-ce que vous jugez que le mode d'intervention du gouvernement est satisfaisant ou pas? Objectivement, et là encore, hein, je ne suis pas dans une opposition systématique. Veiller à ce qu'on ne se retrouve pas avec une crise de liquidité ou avec des problématiques lourdes de cessation de paiement du côté d'une entreprise comme PSA, évidemment qu'il faut le faire. Et évidemment que c'est le rôle de la puissance publique de faire une politique industrielle. D'ailleurs, nous l'avions fait. Souvenez-vous, quand on avait accompagné PSA pour éviter qu'elle se retrouve dans une situation très dure. Mais le danger, c'est quoi? C'est de confondre l'activité du pompier et l'activité structurelle. Et là, ce qui me gêne, c'est que le gouvernement n'est que dans une activité de pompier et ne donne aucun horizon, aucune perspective. La seule vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder une industrie automobile sur la durée si quand on produit chez nous, c'est 15 à 30% plus cher que le voisin allemand. Je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas de la Corée, je parle de l'Allemagne. Ça veut dire qu'on fait ce qu'a fait l'État américain avec General Motors. C'est-à-dire qu'on vire la direction, on essore les actionnaires, on restructure massivement, mais du coup, il y a des licenciements. Non. Et en fait, c'est la marque qui est sauvée, mais autour de la marque... Non. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez sauver durablement PSA, si vous voulez sauver durablement Renault, si vous voulez sauver durablement les emplois industriels dans notre pays, il faut baisser les charges. Il faut faire en sorte que le volume d'heures de travail ne soit pas à ce point-là différent de la France et de ses principaux concurrents. Et donc, la seule vraie question qui vaille, et qui est au fond celle que Hollande s'était lui-même posée à lui-même il y a encore quelques semaines, c'est comment est-ce qu'on reconstruit la compétitivité de la France. Et là, ce qui me gêne, c'est que, bien sûr, il faut sauver PSA. Bien sûr, il faut abonder la banque de PSA qui permet de financer les achats de voitures. Mais ce n'est pas ça qui apporte la réponse durable. La réponse durable, c'est la question de est-ce qu'on met une TVA ? Une TVA qui nous permet de faire payer les produits étrangers pour financer en partie notre protection sociale. C'est est-ce qu'on change les 35 heures pour faire en sorte que les Français travaillent à nouveau à peu près le même volume horaire que les Allemands. Et ces questions structurelles, vous le savez bien, il n'y a aucune réponse en ce moment du côté de Hollande et de Hérault. On appuie sur la sonnette et il n'y a rien de l'autre côté. Alors justement, parce que là, vous avez dit beaucoup de choses, on va les reprendre une par une. Allez, la compétitivité. Donc, on a vu les conclusions importantes du rapport Gallois sortir. Est-ce que vous les partagez? Et concrètement, alors après, on viendra au financement, justement. Mais concrètement, votre diagnostic, vous avez dit, on ne travaille pas assez, premier point. Et deux, le coût du travail est trop élevé. Donc, il faut travailler plus et baisser le coût du travail. Moi, il me semble qu'il y a 3 pistes qui permettent de reconstruire un avenir pour les emplois en France. C'est quoi? La première, d'abord, c'est qu'il faut que la France travaille à nouveau au même volume horaire que ses voisins et principaux concurrents. Ça veut dire mais aujourd'hui, est-ce qu'on travaille beaucoup moins? Parce qu'on voit les gens se battent à coups de chiffres en disant... Bon, vous savez, il y a un moment où il y a la vérité abrupte des chiffres. Hein. En moyenne, les Allemands travaillent 39 à 40 heures. Nous, on travaille 35 heures, voire moins, dans certains compartiments de l'activité économique. Ça ne peut pas tenir sur la durée. Deuxième constat, l'INSEE dit plutôt qu'on travaille 39,3 heures en France par semaine. Hein. Donc, oui, par semaine, sauf qu'ils ne font pas leur comptabilisation annuelle. Et que donc sur l'année, on fait moins d'heures. Dans les statistiques qui sont prises, en volume horaire annuel, la France travaille moins. La deuxième chose, c'est la question des charges qui sont trop élevées parce que nous faisons financer quasi exclusivement notre système de protection sociale par le travail. Et puis la troisième chose, c'est une dépense publique qui est trop forte. Et où on n'a pas eu le courage de faire le ménage entre ce qui relève d'une solidarité nationale indispensable et de dépenses d'assistanat qui nous conduisent dans le mur. Et je voudrais prendre, si vous me le permettez, une proposition sur les heures supplémentaires. Le gouvernement Hérault et M. Hollande ont décidé de tuer les heures supplémentaires. Je leur adresse une demande qui est une demande simple. Au moins, sauvegarder les heures supplémentaires. Ne découragez pas la France qui travaille. Gardez le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires. Et les 2 milliards récupérés par ce biais, comment on fait? Ça coûte 1,4 milliard d'euros. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est 1,4 milliard d'euros. Il y a 2 endroits très simples où on peut arriver à récupérer cet argent. D'abord, c'est l'AME, l'aide médicale d'État. C'est un scandale. L'aide médicale d'État permet aujourd'hui à des étrangers qui rentrent irrégulièrement en France de bénéficier d'un accès au système de protection sociale qui est plus avantageux encore que des étrangers qui séjournent régulièrement en France ou que des Français qui travaillent en France. C'est pas possible. Il y a un moment où c'est là encore la tête à l'envers en termes de système et de justice sociale. Et puis le deuxième, c'est la CMU. Que la CMU permette un accès à la santé
dans lequel il n'y a aucune responsabilisation, où il n'y a même pas un petit forfait. Ça n'est pas possible, il n'y a plus un système au monde où on fait ça. Et donc, il suffirait de mettre un tout petit forfait, modique, parce qu'on s'adresse à des gens qui ont très peu de ressources. Combien? Mais qu'on mette 50 centimes, 1 euro de forfait sur un acte médical. Ça permettrait de faire des économies considérables sur un secteur où on sait très bien qu'il y a des grosses dérives. Avec 1 euro, CMU, vous récupérez le milliard et demi ou 700 des heures supplémentaires? Avec l'AME et le petit forfait sur la CMU, vous récupérez effectivement entre 1 milliard et 1,4 milliard. Et je vais même rajouter une chose. Je ne serais pas choqué, et je n'ai pas compris pourquoi le Parti socialiste ne l'a pas fait, qu'on n'incorpore pas les œuvres d'art dans la fiscalisation de l'ISF. Personnellement, je n'ai même pas compris qu'ils ne fassent pas ça. Alors, je sais bien que c'est la gauche bobo de Laurent Fabius, mais honnêtement, avec ces 3 paquets de mesures, on arriverait à sauvegarder les heures supplémentaires. Et là, on envoie un message précisément à la France qui travaille. Mais on envoie un message sur cette question de la compétitivité. D'accord, mais pour revenir sur les 35 heures, alors bon, on parle de les abroger, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il en reste des 35 heures? Ce qu'il en reste... Il y a eu tous les relèvements de plafond horaire. Il y a eu Xavier Bertrand qui a donné aux entreprises la liberté de négocier à leur niveau. À part finalement les 22 milliards d'allègements de charges dont bénéficient les entreprises, qu'est-ce qui reste aujourd'hui des 35 heures? Mais vous avez tout résumé. L'entreprise de la plasturgie de Haute-Loire chez moi, qui veut faire travailler ses salariés à 37 ou 38 heures, ça lui coûte beaucoup plus cher. Et pour que ça ne lui coûte pas trop cher, l'État est obligé de mettre de l'argent au pot pour compenser. Donc c'est un système où c'est le hamster qui tourne dans la roue. C'est-à-dire que comme ça coûte plus cher, l'État compense. On fait de la double dépense. C'est ça qui est le vice intrinsèque des 35 heures. Et à côté de ça, en tuant les heures supplémentaires, qu'est-ce que fait le gouvernement socialiste? Il envoie un message consistant à dire « ne travaillez pas, restez chez vous ». Et en handicapant à la fois la valeur travail. Et au fond, qu'est-ce que se pose le salarié qui, à la fin du mois, s'interroge? Emmanuel vient de vous dire, là, les entreprises bénéficient de 22 milliards au total. Hein. Mais non, c'est fini. Non, mais attendez, vous avez bien compris ce qui est en train de se faire. Ils font sauter les allègements qui permettent de faire des heures supplémentaires dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les entreprises... Non, mais sur les heures sup, d'accord, mais je veux dire, les 35 heures aujourd'hui... Oui, mais les heures sup, c'est bien ce qui vous permet de faire des heures au-delà de 35 heures. Donc, l'entreprise de plasturgie chez moi, où il y a un salarié, mais qu'est-ce qu'elle va se retrouver aujourd'hui? Elle va avoir plus de charges, elle, pour pouvoir faire des heures supplémentaires. Et le salarié qui, lui, va faire des heures supplémentaires, non seulement il aura plus de charges, mais en plus, il va payer des impôts sur le revenu. Donc, la réalité, c'est qu'en faisant sauter ce système des heures supplémentaires, ils reviennent à ce qui était le vice absolu des 35 heures, c'est la destruction de la culture du travail dans notre pays. Et c'est bien contre ça que je me bats. C'est pour ça que j'adresse ce message très solennel en faisant une proposition concrète, au moins garder la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors vous parliez des dépenses tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez manifestement l'envie de à nouveau s'attaquer à la dépense publique, mais fondamentalement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en France depuis 40 ans. Et on l'entend presque à chaque fois. Nicolas Sarkozy, dans son discours de la porte de Versailles en 2007, promettait 50 à 80 milliards d'économies par an. On a fait péniblement 7 à 10 milliards. Alors je sais, vous allez me dire, il y a eu la crise, etc. Mais concrètement, pourquoi personne ne s'attaque à cette... Il ne s'agit pas de réduire bêtement, mais à cette modernisation de notre fonction publique? Et surtout, qu'est-ce qui fait croire que, puisque vous aurez des propositions en ce sens, on pourra espérer qu'elles se concrétiseront? D'abord, la première chose, c'est que si on veut réussir ça, il faut le dire avant. Parce que les politiques français, et au fond, c'est aussi un constat qu'on peut avoir sur Hollande, n'est pas Schröder qui veut. Les politiques français, pour gagner les élections, croient qu'il faut faire beaucoup de promesses. Et ensuite, ils s'aperçoivent que pour gouverner, leurs promesses sont un lourd fardeau à tirer. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver, au fond, à Hollande et Hérault. De ce point de vue, il faut tout dire avant. Tout dire avant, ça veut dire quoi? D'abord, moi, je prêche par l'exemple. En tant que maire, j'ai limité les dépenses sur ma mairie. On avait une juxtaposition de strates, mairie et communauté d'agglomération. J'ai fait travailler les services ensemble. Plutôt que d'avoir 2 services juridiques, 2 services financiers, 2 services informatiques, on a rassemblé. Ça nous a permis de dégager une capacité de financement qui n'existait pas, ne serait-ce que 1 ou 2 ans avant. D'abord, au niveau des collectivités locales, des sources considérables d'économies peuvent être faites. La deuxième chose, c'est avoir le courage de diminuer la dépense publique. Et là, les efforts qui ont été faits par la RGPP, vous me le reconnaîtrez, le gouvernement de François Fillon est le premier à avoir eu le courage de tenir pendant 5 ans une diminution du nombre de fonctionnaires.
qui nous permettent quand même de retrouver un peu d'oxygène. Regardez l'effort qu'il y a à faire, 10 points de PIB, plus de 100 milliards d'euros. Donc là, on n'est plus dans on fait des économies. Il faut repenser notre administration. Il faut repenser le fonctionnement de notre administration. Et il faut surtout repenser une dernière chose, c'est notre conception du social. C'est pour ça que, étape après étape, c'est vraiment ce pourquoi je plaide. Il y a une différence entre la solidarité et l'assistanat. Il y a une différence entre des dépenses qui permettent d'aider des gens qui en ont besoin. Vous le chiffrez à combien, ça, aujourd'hui, cette différence entre ce que vous appelez l'assistanat et la solidarité? Je ne vais pas lancer un chiffre ridicule, mais par exemple, l'AME. L'AME, là, telle qu'elle dérive, ça va coûter 800 à 900 millions d'euros. Est-ce que c'est raisonnable? Pour des étrangers qui arrivent irrégulièrement sur notre territoire, est-ce que c'est raisonnable? La CMU, aujourd'hui, c'est plus de 6 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas faire des économies dessus? Sur notre système de formation professionnelle, il n'y a pas des gisements d'économies à faire? Ma conviction profonde, c'est qu'il faut renouer avec une conception du social où il y a des droits mais il y a des devoirs. Et ça permet de générer des économies qui sont considérables. Alors, vu votre physique avantageux, vous auriez été très bien aussi avec une marinière comme Arnaud de Montebourg à la une des journaux. Et on a l'impression que vous avez une conception du protectionnisme, de l'activisme pour défendre les intérêts de nos entreprises, qui n'est peut-être pas si éloigné que ça. Alors, vous avez parlé de TVA, on a compris de TVA sociale, donc on taxe aux frontières. Est-ce que vous avez une autre vision? Est-ce que ça va au-delà, votre vision de la protection aux frontières de l'Europe ou pas? 40 secondes. Enfin, je vais être très simple. Oui, je plaide pour un protectionnisme européen. Je ne comprends pas que les marchés publics européens soient ouverts à toute la concurrence étrangère alors qu'ils nous sont fermés en Chine. Je ne comprends pas qu'on mette tant de hargne à contrôler nos PME et nos entreprises alors qu'on en met si peu à contrôler les produits qui viennent des containers étrangers. Je ne comprends pas que nous, on ait baissé nos droits de douane alors que la Chine et l'Inde ne les ont quasiment pas bougés. Je ne comprends pas qu'on ait abandonné le terme de préférence communautaire, notamment sur notre politique agricole. Donc oui, je considère qu'évidemment, on a un monde d'échange, et qu'il ne s'agit pas de mettre des barrières dans tous les sens, mais il ne s'agit pas non plus d'être naïf. Et il ne s'agit pas d'offrir notre marché intérieur avec cette forme de naïveté dans laquelle l'Europe s'est enfermée, avec une politique de la concurrence qui est une pure impasse. On est la seule zone géopolitique au monde à pratiquer une politique de la concurrence qui s'acharne plutôt sur Airbus que d'essayer de faire un peu le ménage chez nos concurrents extérieurs. Et ça, oui, je le plaide à l'intérieur de mon pays et pour ma famille politique. Il faut restaurer notre compétitivité, ça va supposer des efforts, mais il faut aussi qu'on change la vision de l'Europe sur le libre-échange. On va marquer une pause pour le journal de 19h et puis ensuite on vous retrouvera. Vous aurez notamment l'interview du Point, bien sûr, et puis un débat avec le député socialiste de Paris, Jean-Marie Le Guen. À tout à l'heure, dans un instant, le journal de 19h donc.